Bon, alors on fait un petit peu le point rapidement. J'ai réintégré le SPIF, le SPIFS, il y a un S à la fin, euh, pour marquer donc sur la mémoire flash ce qu'on veut, bien sûr. Ça peut être éventuellement la page web, le CSS, du Java, ce qu'on veut. Moi, dans l'immédiat, c'est pour marquer un historique des valeurs, donc des valeurs de tension de la batterie. On peut parler de ça tout de suite. Ça, c'est la sortie. Euh, donc j'ai mis l'heure à côté pour voir un peu l'évolution. Donc là, il y a un intervalle d'écriture euh, qui est décidé, et on verra après le script. Il y a un intervalle d'écriture qui est ici on le voit, hein, de à peu près 4 minutes. Qu'est-ce que je dis Oui, non, mais parce que ça a changé entre temps. À la fin, c'est 4 minutes. Et au début, c'était 2 minutes. Et à la fin, j'ai changé, c'est 4 minutes. Bon, et voilà, on peut voir tout de suite à quoi ça peut servir. C'est surtout amusant, mais on peut faire plein de choses, hein. On peut faire des fichiers CSS pour faire des graphiques, on peut faire plein de choses. Bon, moi, je voulais voir un peu comment ça évoluait. J'avais envie de toute façon d'apprendre à implémenter le SPIF. Je l'avais déjà fait sur mon projet de température comparative intérieure-extérieure, etc. Mais bon, là, je voulais la même chose pour la tension de ma batterie qui est beaucoup plus utile actuellement. Une fois que la canicule est passée, j'ai plus besoin de comparatif intérieur-extérieur. Alors là, ce qui est intéressant, c'est, bon, pour ceux qui ne connaissent pas bien le solaire, c'est de voir que là, j'étais descendu donc à 12 volts 20 en décharge, hein, en décharge assez forte, c'est-à-dire à peu près 100 watts de décharge, ce qui est beaucoup pour une seule batterie, hein, soit une batterie de voiture, c'est l'équivalent d'une batterie de voiture, 80 ampérages. Euh, donc c'est un PC, c'est une station PC grosso modo, avec quelques petits trucs autour. Une station PC, donc disons 100 watts maximum, je pense, hein. Et derrière un onduleur qui consomme un peu aussi, mais bon. Et donc on voit que là j'arrivais à la limite de sécurité, disons bon 11,9 normalement, hein, 11,9 il faut éteindre et se remettre sur le 220. Bon, par sécurité, puis parce que de toute façon il faut décider, j'allais partir, donc voilà. Je décide donc d'arrêter, donc j'arrête la station PC, je débranche le système solaire, je rebranche sur 220 et puis j'éteins mon onduleur. Et on voit que très rapidement, ça remonte, hein. Ce qui est logique, c'est UR égale RI, hein, c'est un extraordinaire. Enfin, c'est bien pour montrer à ceux qui n'ont pas encore commencé à s'initier au solaire, au petit solaire, ou au grand, mais enfin bon, là, moi je parle de ce que je connais, c'est 300 watts sur un balcon, 400 watts en tout, bon, sur un appartement. Et donc là, on voit que presque un quart d'heure après avoir débranché, on remonte à 12,40. Et 12,40, quand vous avez 12,40 à 18h, fin septembre, on est le 23, bon, et qui fait pas trop mauvais, ça vous laisse vraiment de la marge pour de la petite consommation le soir. Un petit éclairage LED, de l'électronique, on peut encore charger des trucs, charger un smartphone, deux ou trois smartphones, et puis on peut même on peut se rebrancher, hein. À 12,40 on peut se rebrancher sans problème. Il nous reste vraiment de la marge. Sur une batterie solaire, hein, on va dire, bon là c'est une batterie quand même, c'est pas une batterie de voiture, ça ressemble à une batterie de voiture, c'est presque une batterie de voiture, mais elle est quand même prévue, c'est une AGM qui est prévue pour des décharges un peu profondes, on va dire, hein. C'est marqué deep, enfin je sais plus comment c'est marqué, mais c'est marqué décharge profonde, mais bon, c'est pas non plus du lithium, hein, mais donc voilà, là c'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas de voir à quel point ça remonte, hein, une fois qu'on a débranché.
Voilà. Et à quel point c'est bon. Après, je suis sorti me balader. Là, je rentre, il est donc maintenant il est 21h. C'est que j'ai. Voilà. On voit que ça descend pas trop vite. Hein. Là, j'ai mis de l'éclairage. Bon, je sais très bien que, bon, là, on est passé à 12h30, j'ai pas de chance. Euh, mais c'est parce que j'ai branché de l'éclairage en rentrant. Donc là, c'est pareil, UE galerie. Là, si j'éteins l'éclairage, ça va remonter à 12h40. Hein. Parce que c'est de l'éclairage qui ne consomme pas. Naturellement, derrière une batterie, on ne va pas mettre des spots qui consomment des dizaines de watts. Enfin, bon, ça c'est une chose. On commence un peu par la fin. Alors, qu'est-ce qui a changé? Donc le mapping, je suis tout à fait satisfait. Euh, je rappelle que de toute façon l'alarme elle se base sur la mesure CAN, donc très précise bien sûr. On se concentre sur la zone qui est importante, c'est-à-dire naturellement la zone qui va vers la tension à partir de laquelle il faut absolument débrancher la consommation solaire, hein, pour préserver la batterie. Voilà. Alors que quand j'arrive, quand à midi je suis à 14-20, qui est la tension maximum, hein, en principe, hein, de charge. C'est le palier maximum normalement. Hein. Il y a des pics des fois, bon, mais le régulateur fait son boulot. Donc 14-20, quand je sais que, en fait, quand je suis au-dessus de 13 volts, ça ne m'intéresse pas en charge. Quand je suis en charge et que je suis au-dessus de 13 volts, ça m'est complètement égal qu'il y ait des erreurs même de 200 milliampères, hein, ou 300 milliampères, ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est à partir de 12,6. Là, je veux que ce soit assez précis. Donc je privilégie cette zone pour ce qui est de la précision par rapport à la réalité, hein, de la batterie que je mesure, enfin que je mesure sur le régulateur. J'ai pas besoin de mon multimètre, le régulateur est très précis là-dessus. Hein, j'ai vérifié naturellement. Il y a un tensiomètre sur le régulateur. C'est un régulateur avec un écran LCD, et pas mal de choses. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est dommage, il n'y a pas d'alarme comme celle-ci, comme celle que j'ai faite, que j'ai dû faire, puisqu'elle n'existait pas. Hein. C'est pas du bidouillage gratuit, c'est que j'avais vraiment besoin d'une alarme. Voilà. Alors le SPIFS, alors je le démarre avec le deuxième cœur, dans la tâche, donc c'est le cœur 1 qui s'appelle 1 et c'est la tâche 2, task 2. Hein. C'est cœur 1, cœur 0 et cœur 1. Pour l'instant, il n'y a que deux tâches. Et donc, je lance ça dans la deuxième. J'avais mis des trucs dans le loop. J'avais mis tout ce qui était NTP dans le loop, finalement. Sachant que le loop, la boucle loop, elle est dans la deuxième tâche. Enfin, dans le corps, oui, dans la deuxième tâche, dans le deuxième cœur, par le système. Bon, bah, autant mettre tout dans le deuxième cœur. Dans la deuxième tâche, pardon. Donc, le NTP est là, et je lance donc ici ma fonction d'écriture sur la mémoire flash. J'ai fait des vidéos sur la gestion de la mémoire flash. J'avais dit que j'avais à un moment donné essayé une librairie qui s'appelait Easy Spiff, ou je ne sais plus comment. Et finalement, j'ai repris la librairie de base. Donc, j'ai fait une fonction. Alors, le if qui est ici, c'est mon intervalle. Donc, je le spécifie ici. C'est les tours de task 2. Je compte en tours de task 2 parce qu'en finalement, on peut très, très facilement calculer à quoi ça correspond en temps. Alors peut-être qu'on peut faire des calculs directement avec la date du NTP, je ne sais pas. Je suppose que oui, mais je ne sais pas. Dans l'immédiat, je ne sais pas. Donc,
Comme j'ai vu que c'était très régulier, hein, c'est vraiment 4 minutes et 1 seconde, un truc comme ça, ou 2 secondes maximum. Donc, donc ça me va. C'est 4 minutes, 2 secondes à chaque fois, ou 1 seconde. Enfin, 2 secondes en moyenne, je crois. Non, une ou deux. Voilà. Bon, donc tous les 10 tours, il y a 4 secondes par tour à peu près. Je lance une écriture sur le Spiffs. Voilà. Et j'ai rajouté la date pour pouvoir m'amuser, à voir un peu comment ça évolue en charge et en décharge. Voilà. Donc les fonctions. Voilà. Alors ça c'est une deuxième dans laquelle j'avais intégré le chemin du fichier en argument, avec un pointeur, mais là, comme j'ai eu des problèmes pour réimplanter, parce que je ne me rappelais plus tellement bien, comme j'ai eu une période d'inactivité, je ne me rappelais plus très bien comment ça marchait. Donc il m'a fallu un peu travailler pour réimplémenter le SPIFS. Donc ça marche comme ça, une écriture, enfin ce script-là, hein, c'est d'abord une écriture et après on relit tout. Voilà. Je rappelle que ce qui est important, c'est il y a un plugin. Il y a un plugin, donc je vous avais donné les pages, les tutos que j'ai utilisés dans les vidéos sur le sujet, sur le Spiffs. Donc une fois que vous avez mis le plugin, donc vous avez cette commande ici qui téléverse le data à partir du dossier du dossier du script. Dans le dossier du script, vous avez un dossier data. Et là, ce qui est très important à comprendre, c'est que la plaque, le SP32, ne va pas remettre à jour le dossier data. Il remet à jour les fichiers ou le fichier qui est sur l'arborescence, qui est sur la mémoire flash de la carte. C'est très important parce que moi je ne me rappelais plus que ça marchait comme ça et je suis resté comme un imbécile à ne pas comprendre pourquoi mon fichier ATX n'était pas modifié. Il n'est pas modifié parce qu'il n'est pas modifié. Ce plugin de téléversement du dossier data, il sert à téléverser des fichiers tout faits, éventuellement HTML, votre serveur, si vous voulez qu'il soit lu sur la carte. Ceci dit, moi je trouve quand même que ça peut être pratique de l'avoir sous forme à l'intérieur du script. Hein. Ça a des avantages quand même, puisque bon, vous pouvez bidouiller on the fly votre page web. Alors que si c'est un fichier sur la carte, il faut téléverser, nanana, et vous pouvez pas essayer directement. Bon, après, bon, vous pouvez l'essayer comme ça avec des prints et puis l'écrire après dans le fichier. Hein, c'est possible aussi. Bon, je ne sais pas du tout dans quelle mesure ça peut économiser de la mémoire ou pas. Bon, ça, je ne sais pas. De toute façon, je crois que c'est pas la meilleure librairie, celle-ci, pour faire un serveur web sur le SP32. Hein. Il y a le forum dont je vous ai parlé la dernière fois, qui m'a aidé à me dépatouiller de mes soucis, m'avait indiqué la bonne librairie. Mais moi, j'ai eu la flemme de tout recommencer. C'est un serveur asynchrone. On m'avait donné ça. Voilà pour le SPIFS. Donc ça c'est très important. Ça ne modifie pas le dossier data local. Très important. Donc voilà pour le SPIFS. Finalement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Le mapping, je suis très étonné de son exactitude. J'ai pas besoin de plus. Donc le système
pont de résistance que j'ai fait est suffisant. Voilà. Et puis bon, après on peut faire plein de choses, on peut rajouter plein de gadgets. Moi je pensais mettre un input pour rajouter des choses dans la sortie console, comme par exemple un peu comme les médecins font quand ils font un électroencéphalogramme, ils marquent des trucs sur le ou soit un électrocardiogramme, ils marquent des trucs sur le sur le papier qui sort avec les graphies. Enfin, on pourra rajouter, bon là j'ai débranché, là j'ai rebranché, ça peut être amusant. Mais surtout, bon, oui, il faut un lien vers un fichier, vers un fichier. Il faut écrire un fichier en local, faire quelque chose auquel on puisse accéder. Donc écrire un fichier quelque part. Je sais pas, dans l'immédiat, je sais pas comment faire, mais ça peut être très compliqué. Donc parce que cette ligne-là est caduque, hein, c'était mes premiers essais de SPIFs, donc c'était une valeur random. Voilà pour aujourd'hui, à bientôt.